Tous les participants sont en mode écoute seul. Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue à cette webconférence sur la qualité du service public et la révision de Quelleville. Je suis avec Noël Memoff d'AFNOR Certification, chef de produit sur Quelleville et sur bien d'autres référentiels. Et moi-même, donc Alima Pujol, responsable secteur public du groupe AFNOR, que pour certains d'entre vous, vous connaissez. Nous avons donc le plaisir de passer 45 minutes, on va dire, Noël, Oui, avec oui. vous. Jusqu'à une phase de questions. Présenter un petit peu où en est la révision du référentiel Quelleville. Et puis, on va se laisser 15 minutes de questions-réponses. Vous avez à disposition sur vos écrans une fenêtre sur laquelle vous pouvez vous poser vos questions et n'hésitez pas tout au long de la conférence à le faire de manière interactive. On y répondra dès que le sujet, dès que la slide en question y fera référence. Oui, tout à fait. Alors merci à vous d'être là. L'idée c'est de vous dire que la révision Quelleville a commencé depuis maintenant le mois de mars, Noël. Et nous avons voulu un processus de révision qui soit en mode dit-on, d'open revision, on va dire ça en anglais, mais en fait de révision très ouverte, plutôt participatif. L'idée c'est de co-construire un référentiel qui n'a pas été révisé depuis 2007. Et plusieurs raisons ont motivé en fait ce lancement de révision. D'abord le contexte actuel. Les collectivités vous-même certifiées nous ont demandé de procéder à cette mutation. La première raison que vous voyez apparaître, donc plusieurs types de raisons, c'est la réforme territoriale et ses conséquences, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, notamment sur le bloc intercommunal, il va y avoir des transferts de compétences entre la commune et l'intercommunalité, ce qui va forcément avoir un impact sur le référentiel actuel. Une des deuxièmes raisons, c'est l'émergence effectivement du numérique et les attentes associées des usagers qui effectivement vont aujourd'hui pratiquent des usages en multicanal, voire en cross-canal pour s'adresser à l'administration. Vous êtes sur des chantiers nombreux de e-procédures, de procédures dématérialisées, de mise en place de réseaux sociaux, de mise en place, d'élaboration de votre offre dématérialisée. Et les usages aujourd'hui de vos citoyens vous obligent effectivement à vous adresser à eux de manière différente. Troisième type de raison, le choc de simplification. Et on a inclus également dans ce choc de simplification le nouveau code des relations aux usagers qui est entré en vigueur ce début d'année. Choc de simplification parce que, effectivement, avec le mouvement qui a été impulsé par les services de l'État de simplifier la vie des usagers, quels que soient les événements de vie, et de mettre à disposition des collectivités un certain nombre de procédures dématérialisées, notamment de mettre en place des comptes citoyens, mais également de travailler sur toute la codification des normes, et notamment sur le code des relations des usagers aux administrations, qui va avoir un impact sur vos collectivités, tant dans les échanges avec le public, dans la mise à disposition des informations, dans l'accès aux documents administratifs, et également dans l'abrogation des textes, des arrêtés ou dans la mise en place des arrêtés qu'une collectivité peut faire entrer en vigueur. Enfin, dernier élément, la baisse des dotations budgétaires qui n'est pas sans conséquence aussi sur notre façon de voir la qualité du service public, parce que il va falloir parler non plus simplement il va falloir offrir non pas de la surqualité, mais de la juste qualité, compte tenu des moyens et des ressources qui sont aujourd'hui contraints. Donc tout cela, c'est vous qui nous le dites, et effectivement, le référentiel Quelleville, tel qu'il est élaboré aujourd'hui, ne satisfait plus à l'ensemble de ces mutations. Pour ajouter un mot peut-être par rapport à ça, c'est vrai que, je vais le redire un petit peu autrement, en lien avec le sujet de la baisse des dotations budgétaires, c'est vrai qu'on essaye Alima parlait de juste qualité, on essaye vraiment d'adapter le nouveau référentiel, le futur référentiel Quelleville et le process de certification qui est autour, pour
pour rendre le référentiel vraiment le plus accessible possible, sans perdre pour autant le niveau de qualité attendu par les usagers, et notamment le niveau de qualité qui était déjà satisfait par les certifiés actuels. Donc on ne veut pas non plus perdre en route des certifiés et dévaloriser le travail que ceux-ci ont fait. Et je voudrais aussi insister sur le point de la dernière révision, parce qu'effectivement, il y a tous ces points de contexte, notamment réglementaire, qui ont un impact. Et il y a le fait que le référentiel n'a pas été révisé depuis 2007, donc ça fait quand même assez longtemps. On a de ce fait aussi un bon retour d'expérience sur la démarche Caliville, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Donc au-delà même des aspects de contexte réglementaire ou d'actualité, on a une expérience qui permet aussi d'adapter au mieux la structure du référentiel et de l'adapter aux attentes des usagers et des contraintes des collectivités. Alors effectivement, la question de la qualité du service public, elle est toujours aussi prégnante, hein, quelle que soit l'actualité à laquelle vous êtes confrontés aujourd'hui, mais il va falloir se demander comment faire de la qualité autrement. Ce qu'on a proposé dans ce processus de révision, c'est en fait de procéder, comme je vous le disais en introduction, de manière très ouverte, c'est-à-dire que le processus de révision est ouvert non seulement aux communes, mais également aux départements et à l'intercommunalité. On va procéder de manière itérative. Depuis mars-avril, on a utilisé plusieurs canaux pour pouvoir vous consulter. Une enquête en ligne à laquelle vous avez répondu et que nous allons vous restituer aujourd'hui. Hein. Des ateliers en présentiel le 18 mai, des ateliers participatifs à Saint-Denis, au site de l'AFNOR, pour travailler en groupe de travail sur les différents modules du référentiel. Aujourd'hui, évidemment, une première webconférence, il y en aura peut-être d'autres pour restituer à ceux qui n'ont pas pu être là en présentiel. Le 5 juillet prochain, de nouveau, une réunion en présentiel pour vous présenter la restitution, enfin une première restitution des travaux. Sur la base d'un premier document de travail, en fait, puisque petit à petit, on resserre l'entonnoir en allant de plus en plus dans le concret, en vue de on parle de la structure, de l'organisation du référentiel, et on va petit à petit dans la rédaction des engagements concrets. Donc le 5 juin, c'est une étape supplémentaire vers les engagements. 5 juillet, donc à noter dans vos agendas, ça se passera chez notre partenaire Idéal Connaissance à Paris. Hein. La matinée pour être suivie à distance. Par contre, l'après-midi, comme nous serons en atelier participatif, le présentiel est requis. Et puis, tout ça va nous amener petit à petit jusqu'à fin juillet, où nous aurons une première version, Noël, du référentiel abouti avec l'ensemble de vos propositions et l'architecture que AFNOR Certification vous proposera, sur laquelle vous aurez à vous prononcer. C'est ça. Donc, fin juillet, à partir d'un document abouti mais pas encore parfait, on sera une consultation, donc fin juillet, mais comme ça tombe dans la période estivale, on va pousser la consultation jusqu'aux environs de fin septembre, pour ensuite restituer fin septembre et début octobre au maximum ces commentaires, et là parfaire le référentiel et sa rédaction. Noël, quand est-ce qu'on pourra avoir un référentiel Caliville V3 abouti, à ton avis? On fera cette réunion en octobre, donc sur le dernier référentiel. L'objectif, c'est qu'au mois de novembre ou plus tard, on ait un référentiel validé, publié. Très bien, merci. Le cadrage en fait de la révision se base sur un certain nombre de choix directeurs qu'AFNOR Certification a prises. Quelles sont-elles? Quelles sont ces orientations, Noël? Alors, effectivement, il y a plusieurs aspects. Elle m'a expliqué qu'on avait ouvert la consultation et les travaux à plusieurs types de collectivités. Ça correspond à des orientations, à des projets d'orientation au moins, d'ouverture du référentiel, pas uniquement aux villes. C'est encore à l'état de projet, c'est en discussion, rien n'est encore gravé dans le marbre, mais
on se dit qu'il y a, du fait notamment de la réforme territoriale et du fait de l'existence aujourd'hui de plusieurs référentiels de certification dans lesquels on trouve globalement les mêmes choses, on a comme projet d'essayer de rassembler les référentiels sous un même référentiel chapeau. Alors après, à voir quel est l'habillage, quel est son nom, etc. Mais ça, c'est des questions qui viendront ultérieurement. En tout cas, on essaye de faire ce travail de rassembler sous un même référentiel les différentes collectivités. On a un objectif de rendre aussi les engagements les plus clairs possibles, les plus lisibles possibles, et ça rejoint un petit peu la question de juste qualité qu'abordait Alima, la question d'accessibilité de la démarche. Puis la question aussi de lisibilité par rapport à la population, c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est un référentiel qui n'est pas suffisamment connu du public, donc l'idée c'est d'avoir aussi des rubriques d'engagement qui parlent aux populations. Et au-delà même des rubriques inscrites dans le référentiel, nous réfléchissons aussi à de quelle manière on pourrait mettre en avant plus efficacement la certification pour que ce soit vraiment une référence reconnue, répandue, connue du grand public. Et puis le dernier point, peut-être par rapport à ce que tu as déjà dit d'ailleurs, Noël, faciliter la transition, c'est-à-dire que ceux qui sont certifiés, n'y voient pas que la transition soit facile pour ces collectivités-là. Voilà, on évolue, on ne fait pas de révolution complète, mais tout à fait. On évolue et on va de l'avant. Pour rappel, le référentiel Calivil aujourd'hui, avec une petite erreur qui n'a pas été révisée depuis 2007, est constitué de 5 grands modules. Un module accueil, information, orientation, qui principalement parle des engagements relatifs aux premières étapes du parcours d'un usager. On l'accueille, on l'oriente et on l'informe. Et puis ensuite, vous avez 3 modules métiers, qui correspondent à des prestations relatives aux actes administratifs, des prestations relatives aux prestations sociales, prestations culturelles. En fait, ce sont des macro-prestations que l'on trouve dans ce module. Et enfin, un module à intervention qui est plus relatif aux interventions du domaine public. Et enfin, un dernier module sur l'évaluation de la satisfaction des clients et la gestion de dispositifs d'écoute des usagers, qui aurait pu d'ailleurs, Noël, être inclus dans accueil, orientation, information, comme dans certains référentiels, je pense notamment à Marianne. Oui, bien sûr, mais qui relève finalement un peu plus du pilotage que des engagements à proprement parler, finalement. C'est important et c'est pour ça que c'est affiché, mais dans l'esprit, finalement, ça relève plutôt du pilotage. Avec une précision peut-être par rapport à ça, c'est que vous voyez qu'il y a un astérisque pour 3 modules, donc accueil, information, orientation, et puis délivrance d'actes administratifs, et le dernier, évaluation de la satisfaction client. Donc ça, c'est les modules obligatoires. On voit que ça laisse peut-être aussi peu de marge de manœuvre avec seulement 2 modules optionnels qui recouvrent un grand nombre de choses. Donc il y a peut-être là une orientation à avoir sur mieux définir les métiers, peut-être subdiviser, mais en tout cas être au plus juste, et peut-être avec de moins gros blocs et moins généralistes que ces deux-là. Une précision aussi quant au périmètre certifié, c'est que toute structure, tout service qui est intégré au périmètre de certification devra systématiquement inclure le module accueil, orientation, information et le module délivrance d'actes administratifs. Il ne peut pas aujourd'hui y avoir d'application unique du module accueil sur un site. À partir du moment où un site est dans le périmètre de certification, il est couvert par l'accueil et la délivrance d'actes. On va en reparler. Ça, c'est l'état des lieux aujourd'hui. Mais c'est vrai que ça soulève un certain nombre de questions qu'on va aborder et que vous avez abordées d'ailleurs dans ces retours de questionnaires. Alors, que dites-vous? On va justement aborder ce retour de questionnaire à partir des différents modules qu'on vient de vous présenter.
Au préalable, peut-être un bref descriptif des contributeurs. Vous étiez 80 contributeurs, 65 collectivités et on va dire une quinzaine d'autres consultants, prestataires, partenaires des collectivités qui ont répondu. On a principalement retenu les questionnaires des collectivités puisqu'on a créé un dispositif d'écoute des auditeurs et des consultants lors d'une réunion en présentiel ici à l'AFNOR. Vous voyez qu'on a tout type de structures qui ont répondu, mais majoritairement quand même des communes. Hein. Et sur les profils de villes, de collectivités, de certification des collectivités répondantes, vous avez un peu de tout, majoritairement des communes certifiées Qualiville, mais également des communes certifiées ISO 9001, voire les deux. Marianne, alors ASPL pour accueil service public local, qui est un référentiel destiné au département. Et puis, vous avez un tiers des répondants qui sont non certifiés. Et ça, pour nous, c'était important d'avoir cet échantillonnage en fait, de répondants pour pouvoir connaître vos attentes. Dans le profil des personnes physiques répondantes, à gauche, vous voyez que ce sont principalement, on va dire, ça se répartit entre les directions des accueils ou de la gestion de la relation aux citoyens, ou c'est un peu du primo-accueil, on va dire, hein. Plus état civil. Un deuxième bloc de répondants autour des directions des services aux populations, là on pense aux directions métiers, hein, enfance, famille, éducation, qui répondent également. Et puis un troisième bloc autour des directions qualité, aux chargés de mission, responsables du portage de projets d'amélioration des démarches usagées ou de la mise en place d'une démarche de certification. Et puis, des directions support, les affaires générales, direction ressources, qui répondent également. Voilà, c'est assez équilibré. Dans le profil des fonctions des répondants, principalement des chargés de mission, hein, alors ils peuvent être attachés à différentes directions, mais ce sont des chargés de mission qui portent la démarche d'amélioration de la relation aux usagers, quelques chefs de service et quelques directeurs. Alors, on aborde directement, ce qu'on a voulu savoir d'abord dans un premier temps, c'est en quoi aujourd'hui l'actualité pouvait impacter ce standard de la qualité du service public. Est-ce qu'aujourd'hui la réforme territoriale impacte vos accueils? Vous répondez oui à 40%, non à 60%. Et quand on va dans le détail, parce qu'on pourrait finalement un petit peu s'en étonner de voir que c'est quand même la majorité qui répond non, on voit que les mairies se sentent moins concernées que les communautés ou les départements. C'est-à-dire que la réforme territoriale, certes, elle touche le bloc intercommunal avec des transferts de compétences entre la commune et les EPCI, mais les mairies gardent quand même un noyau dur de services de proximité et là, elles ne se sentent pas trop affectées pour le moment, sachant en plus que les schémas départementaux de coopération intercommunale vont progressivement se dessiner et que les transferts de compétences facultatifs vont être très variables et vont monter en puissance, peut-être pas tout de suite, mais s'échelonner dans le temps. Les départements, forcément, se sentent plus concernés parce qu'avec la perte du principe de clause générale de compétences, les compétences sont fléchées entre les départements et les régions. Donc on voit qu'effectivement, là, la réforme territoriale impacte. Et quand on regarde comment elle impacte finalement les accueils, puisque c'est ça qui nous intéresse, on voit principalement que ce sont des réorganisations relatives à l'implantation des antennes sur les territoires pour un tiers, et puis des mutualisations avec l'intercommunalité pour encore un petit tiers, 25%, c'est-à-dire que des mutualisations entre la commune et l'intercommunalité sur certaines fonctions, les fonctions support, on peut voir notamment, ou sur les guichets d'accueil, sur des centres de contact. On voit dans tout ce qu'il y a d'ailleurs dans la rubrique autres, principalement des fusions au sein même d'une collectivité territoriale, fusion avec mise en place de guichets uniques entre le pré-accueil et puis d'autres services métiers, fusion entre
la mutualisation de la facturation, de mise en place de plateformes de facturation, par exemple sur le périscolaire, sur toutes les prestations famille. Ce mot mutualisation, on va dire que c'est la ligne directrice, mutualisation-fusion, c'est un peu la ligne directrice des impacts relative à la réforme territoriale. Et ça veut dire que par rapport à nos modules, tels qu'on vous les a présentés tout à l'heure, ça a forcément également une incidence. Hein, Noël, hein. On voit également qu'au niveau, tout à l'heure on parlait de la revue de l'offre, on voit que la revue de l'offre des prestations, quand on parlait de réorganisation des implantations, ça a une conséquence également sur l'offre de services. Donc vous êtes actuellement en train de travailler la manière dont l'offre de services est répartie entre l'hôtel de ville principal et les mairies annexes, soit en recentralisation, soit en décentralisation, déconcentration. Vous travaillez également sur la revue de l'offre de services entre la commune et l'intercommunalité. Pour prendre un exemple, je sais que Villeurbanne me disait que demain, peut-être, l'action sociale sera une des compétences, un des guichets sociaux de la ville. On voit bien que tout ça, par rapport au référentiel Calibil tel qu'il est articulé aujourd'hui, va avoir des incidences directes. Êtes-vous engagé dans une démarche d'amélioration de la relation aux usagers? Alors, on a voulu savoir, effectivement, on rentre dans un chapitre où on a voulu savoir quelles étaient les motivations, les freins, l'importance de ces démarches de gestion de la relation aux usagers aujourd'hui dans vos collectivités. Et on constate que pour 72% d'entre vous, il existe une démarche de gestion de relations aux citoyens ou aux usagers chez vous. Et si elle n'existe pas, elle est en cours. Vous y réfléchissez. Donc, pour la plupart de ceux qui ont répondu, c'est une priorité et vous êtes en train d'y réfléchir. La deuxième constat, la deuxième leçon qu'on peut également tirer de l'enquête, c'est que ça concerne tous les services. Quand vous voyez sur votre droite les services cités, ça concerne le CCAS, les espaces voiries, le patrimoine, les services techniques. Alors qu'aujourd'hui, quand on regarde le périmètre de certification des villes qui sont actuellement certifiées, on se rend compte que ça reste quand même les démarches, le module de prestations administratives et le module accueil, information, orientation qui constituent le principal de leur périmètre. Eh bien, demain, d'après ce que vous nous dites, hein, vos chantiers de préoccupation s'élargissent et intéressent tous les services jusqu'à la médiathèque, la piscine, etc. Voilà, le travail sera de faire les regroupements les plus pertinents possibles par rapport au process derrière et aux engagements. Parce qu'il est clair, Noël, qu'effectivement, un usager n'attend pas la même chose d'un accueil à la piscine que celui d'un accueil à la crèche ou encore au logement social. Voilà, tout à fait, que ce soit en termes de canal ou en termes de délai de traitement, voilà, ou simplement des services mobilisés aussi. Les déterminants de la satisfaction des usagers changent et les process également qui sont derrière changent. Donc tout l'enjeu va être de savoir comment on va découper rubriquer entre guillemets ce référentiel. Alors, justement, on vous a posé cette question, est-ce que vous estimez que la structure du référentiel tel qu'il est actuellement est adaptée? Vous nous répondez oui à 69% et non à 31%. Tout à l'heure, on verra dans le détail pourquoi. Selon vous, Calibil pourrait-elle être étendue à toutes les collectivités? Ça, c'est la bonne nouvelle. Vous nous dites oui, donc les orientations cadres que vous prenez chez AFNOR Certification correspondent à ces attentes-là. On reviendra sur le découpage par module tout à l'heure. Hein. Autre question importante sur le périmètre obligatoire de certification. Aujourd'hui, Noël vous disait que c'était l'état civil et le module accueil, information, orientation. Voilà, les modules obligatoires. Voilà. Aujourd'hui, vous n'avez pas une réponse très claire là-dessus. Vous dites 57% des répondants, en fait, 43 plus 27, sont réservés, non, 30 plus 27, excusez-moi,
sont réservés sur le fait que ce module doit inclure globalement tous les services de pré-accueil, on va dire, de la mairie. Et vous êtes partagés parce que certains disent oui, ça serait bien parce qu'on aurait un niveau assez homogène de qualité d'accueil, d'information et d'orientation, quel que soit le bâtiment administratif, quelle que soit la nature de la prestation. D'autres disent c'est quand même assez compliqué, pour résumer, hein, d'étendre ce périmètre sur l'ensemble des services. L'idée de l'étendre sur tous les services permet aussi de suivre le parcours usager, en fait, qui peut aller d'un service à l'autre et qui, voyant un logo Calibil, peut s'attendre à être accueilli de la même manière dans tous les services. Complètement. Alors, toujours sur les motivations et les freins, hein, cette rubrique-là, on a quand même interrogé les personnes qui n'étaient pas engagées dans une démarche Calibil, ou ceux qui le sont, qu'est-ce qui les motive et qu'est-ce qui les freine. Alors je vais commencer par ce qui les freine, qu'on peut regrouper en 3 types de freins. D'abord la maturité, c'est-à-dire qu'on ne s'engage pas dans une démarche d'amélioration de la relation aux usagers de type Calibil lorsqu'on n'a pas un portage politique, lorsqu'on n'a pas les compétences en interne ou lorsque on ne se sent pas prêt à aller vers la certification. Mais là-dessus, je voudrais dire quand même une chose qui est peut-être un petit peu surprenante. Nous ne souhaitons pas mettre en place une démarche Calibil en même temps qu'un projet de guichet unique. Tout l'intérêt, c'est justement d'utiliser la démarche très pédagogique et très structurante de démarche de type Calibil pour mettre en place en parallèle et de manière parallèle tous ces projets relatifs aux accueils. Deuxième type de raison, c'est l'adaptabilité. Effectivement, les intercommunalités nous disent, nous, notre premier périmètre de certification, c'est la voirie, l'eau et l'assainissement, les déchets. Donc aujourd'hui, ce n'est pas du tout adapté à notre organisme, de même pour les départements. Et puis, le périmètre des engagements du référentiel est trop restreint par rapport à notre besoin. On a eu des soucis à un certain moment pour intégrer les CCAS ou les CIAS, je crois que c'est quelque chose de résolu, mais voilà, pour ne citer qu'un exemple. Et enfin, et pas des moindres, le dernier frein, c'est quand même la complexité et le coût. La complexité qui tient à la fois, certes, au référentiel, mais aussi à la manière dont on interprète le référentiel, hein, je pense, Noël. Et puis, c'est vrai que la démarche n'est pas forcément accessible à toutes les collectivités. C'est aussi une des orientations que vous avez chez Avenir Certification. Alors c'est vrai que pour garantir un certain niveau de qualité, on est obligé, bien entendu, de réaliser certains contrôles donc, qui ont un coût. Après, là où on peut travailler, c'est voir de quelle manière on peut les optimiser ou trouver de nouveaux modes de vérification éventuellement. Sur l'aspect du référentiel compliqué, je pense que ça peut renvoyer à des problématiques pratiques où certaines villes nous disent mais Calibil entraîne une documentation à produire bien trop importante, bien trop complexe, trop lourde à gérer pour que ce soit une démarche complètement intéressante. Donc ça, c'est là où Alima disait, je pense qu'il y a des problèmes, il peut y avoir des problèmes d'interprétation du référentiel. Donc c'est aussi à nous à bien orienter le référentiel, voilà, maintenant pédagogique, et éclaircir à la fois l'usager, mais aussi à la fois la structure qui va être certifiée pour que ce soit un référentiel qui soit pratico-pratique. Ouais, ouais. D'ailleurs, excuse-moi, je t'en prie. Un point par rapport aux engagements, c'est vrai que tu disais, tu parlais de différents niveaux aussi d'engagement. C'est une des pistes sur lesquelles on travaille, de voir si aujourd'hui il y a des modules obligatoires et des modules optionnels. On est aussi en train d'étudier la possibilité d'avoir des engagements obligatoires, des engagements optionnels. Voilà, à voir, pour l'instant on ne se ferme pas de porte, mais à voir ce qu'on en fera ensuite et de quelle manière ça peut être perçu dans le référentiel. Voilà, c'est une des pistes envisagées. Et là-dessus, on est totalement à votre écoute. N'hésitez pas à réagir toujours sur le module questions-réponses. On va un peu vite. Vous aurez de toute manière l'ensemble de ces slides, ceux sur lesquels on ne se sera pas forcément appesanti en main, puisqu'on vous les adressera. Vous voyez en bas de cette slide les motivations de certaines collectivités sous forme de verbatim.
vous voyez que l'orientation en fait managériale est un des facteurs de motivation de ces collectivités, certifiées, c'est-à-dire qu'elles vont vers une démarche qualité de type Marianne, Caliville ou accueil service public local, parce que ce qu'elles apprécient, c'est le côté structurant, pédagogique et managérial de la manière de gérer leurs relations aux usagers. Et c'est peut-être aussi une orientation qu'il faut avoir avec Caliville, qui doit être un entre-deux, entre, on va dire, du primo, enfin, un référentiel d'engagement de service concentré que sur l'accueil, et puis un référentiel de type ISO qui, lui, est très orienté processus. Il va falloir peut-être se positionner entre les deux, hein, Noël. Oui, il faut que les engagements de services définis dans le référentiel puissent ouvrir la porte à des procédures efficaces. Oui, complètement. Alors, justement, toujours pour ces motivations et ces freins, je vais passer vite là-dessus, mais vous verrez que vous nous dites en fait que principalement, la raison qui vous a amené jusqu'ici à aller dans une démarche qualité, ce sont des enjeux internes, des enjeux humains relatifs à la valorisation des agents, à la fédération des agents autour d'un projet, à l'harmonisation des pratiques, à la transversalité et au décloisonnement des services. Principalement, c'est ce qui, aujourd'hui, a motivé l'entrée dans ces démarches. Peut-être que de plus en plus, les enjeux, on va dire, organisationnels et managériaux internes prendront le pas. Aujourd'hui, vous nous dites que c'est très important à 45% d'avoir effectivement un portage en interne par un responsable de la démarche, d'avoir des enquêtes annuelles de satisfaction. Tout ça, ce sont les enjeux en fait organisationnels. Vous les placez plutôt en deuxième position. Et enfin, les enjeux externes de valorisation de la marque et de reconnaissance de la démarche, vous les placez en troisième position. J'interprète un peu ces réponses au regard du profil des répondants. Je pense qu'on poserait les questions aux élus. Les réponses seraient sans doute différentes. Et si aujourd'hui, on doit aller vers ce type de démarche, c'est vrai qu'il va falloir, certes, démontrer une valeur ajoutée organisationnelle, mais il va falloir aussi démontrer un impact au niveau des populations, un impact d'image. Je passe assez vite. Je pense encore à la question de signe de reconnaissance. Dans votre démarche qualité, à quoi êtes-vous attaché? Qu'est-ce qui est important pour vous en termes de signes de reconnaissance? Qu'est-ce qui influerait sur votre choix? Pour être plus précise, vous nous dites le coût, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, ça pouvait être un frein. La simplicité de la démarche, on revient encore sur ce démarche accessible, lisible. Les exigences du référentiel, à savoir la méthode d'évaluation et puis également la faisabilité, hein, c'est-à-dire si c'est trop compliqué d'atteindre ce qu'on estime être les déterminants de la satisfaction des usagers, vous n'irez pas. Et puis, en bémol, la notoriété de l'organisme d'évaluation. Je vous laisserai lire peut-être les suggestions qu'on a largement commentées. Je vais juste introduire 2-3 slides sur les différents modules, sur ce que vous nous avez dit sur ces modules. Dans l'ensemble, je vous rappelle déjà que les engagements communiqués aux usagers sont des engagements qui sont rubriqués par canal de contact. Les trois premières rubriques, des locaux accueillants, un accueil organisé et un personnel d'accueil compétent, on va dire concernent principalement l'accueil physique, et puis un accueil téléphonique performant, comme le téléphone, des réponses écrites rapides, le courrier et le courriel. Donc on a fait le choix dans Caliville d'une entrée par canal. On s'interroge avec à la fois le groupe de travail en interne qui suit cette révision, et puis on est à votre écoute, hein, à la compatibilité avec Marianne qui, lui, a fait le choix de rentrer par étape, tronçon, par étape de l'usager, par étape de relation à l'usager. Sur les engagements propres au module accueil, information, orientation, dans l'ensemble, vous êtes
vous trouvez que les déterminants de la satisfaction des usagers qui y sont consignés sont plutôt pertinents. Je vais plutôt m'attarder sur les suggestions que vous avez faites, et je vais en citer simplement quelques-unes. Notamment, peut-être sur la cohérence des engagements, travailler la cohérence des engagements, développer tous les engagements relatifs à la e-relation, à l'e-administration. Vous nous demandez également de regrouper les engagements par thématique. Ça, on vient de le voir, il va falloir qu'on ait une réflexion là-dessus. Introduire des engagements pour qu'on puisse passer d'un canal à l'autre, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la réponse à l'usager peut être multiforme, tout comme la prise de contact de l'usager vis-à-vis de l'administration peut être multicanal. Donc, il faut pouvoir avoir cette adaptabilité de la réponse, ou en tout cas, voilà, inviter les usagers à utiliser d'autres canaux de contact s'il y a lieu. Vous avez beaucoup de remarques sur les indicateurs, on y reviendra, et puis toujours sur le rubricage, par exemple le personnel spécifiquement formé pourrait se retrouver dans des dispositions d'organisation. On vous a posé des questions sur les rubriques, des suggestions d'engagement qui pourraient être intégrées, notamment des pratiques de développement durable, vous êtes plutôt mitigé. Par contre, effectivement, sur tout ce qui est site internet, prestations dématérialisées, vous nous dites oui, franchement oui, hein, 93%, 83%. Pour les équipements mis à disposition pour la réalisation de services spécifiques, je pense aux photomatons, des choses comme ça, imprimantes, bon là vous êtes, les contraintes actuelles font que vous êtes plutôt mitigé. Voilà un peu ce qu'on peut retenir sur vos suggestions sur le premier module, sur les modules métiers, qui concernent donc le back-office ou le traitement de la demande de l'usager. Je vous rappelle qu'il y a à peu près à chaque fois 4 engagements sur chacun des modules qui sont organisés en actes administratifs, prestations de services et interventions sur le domaine public. Donc on vous a demandé votre avis là-dessus. Et vous nous répondez qu'il vous paraîtrait plus opérationnel d'avoir des... Alors, comment fait-on pour... d'avoir des modules... excusez-moi, on a un petit souci technique. D'avoir des modules... alors, vous êtes partagés hein, sur le rubricage. Je ne vais pas forcément lire... voilà. Le rubricage de ces modules métiers, la question va se poser, Noël, de savoir quel est le degré de finesse, comment est-ce qu'on va regrouper ces prestations, est-ce qu'on les regroupe par nature de prestation, par nature de processus, la manière dont on traite un permis de construire, une délivrance de permis de construire de la même manière qu'on traite une délivrance d'acte. Oui. Est-ce qu'on les range par process, est-ce qu'on les range par type de public, tout ce qui est famille, enfance, éducation. Donc là, il y a une réflexion à avoir. Vous nous dites également qu'il faut mettre du lien entre les certifications Caliville, Marianne, relatives à l'accueil et les certifications métiers de type CertiCrèche, centre de contact ou NF funéraire ou autres certifications métiers. Et enfin, dernier élément, certains les collectivités les plus mûres vont encore plus loin en disant qu'il faudrait déployer le référentiel sur un périmètre complémentaire qui est la gestion opérationnelle des prestations, c'est-à-dire que les 4 engagements que je vous ai montrés tout à l'heure allaient encore plus loin que le traitement même de la prestation, mais en amont de la création de l'offre de service, réfléchir à la revue de l'offre en fait. Hein, et ça apporterait plus de valeur ajoutée au référentiel Caliville pour le distinguer d'autres référentiels qui s'en tiennent à l'accueil, on va dire. Alors oui, je reviens sur les modules métiers à propos du périmètre obligatoire. Quelques verbatims que vous nous dites. Si on concentre le périmètre obligatoire sur l'état civil, on va avoir un souci car on risque d'avoir un accueil sur site à 2 vitesses. C'est ce que tu disais, Noël, hein, savoir que l'usager, s'il se retrouve au service état civil ou au pré-accueil ou au service urbanisme, il n'a pas forcément le même niveau d'accueil.
Vous nous dites également que vous êtes partagé en fait, hein, qu'il faudrait un peu plus de transversalité, mais de l'autre, si on décide d'élargir le périmètre obligatoire, s'il est trop large, s'il est trop restreint, ça n'ira pas, s'il est trop large, ça n'ira pas non plus. S'il ne s'adresse qu'à l'état civil, l'interco ne s'y retrouvera pas. Donc il va falloir que là aussi, on fasse preuve d'agilité pour trouver le bon périmètre. On a déjà quelques idées, je crois. Oui, tout à fait. Des idées, c'est des choses justement qui seront à travailler encore le 5 juillet. Sur le module, le deuxième module, donc concernant les délivrances d'actes administratifs, état civil, urbanisme, citoyenneté, élection, en gros, vous trouvez qu'aujourd'hui, les engagements, les 4 engagements qu'on a vus, qu'on a passés en revue, sont plutôt pertinents. Vous nous apportez des suggestions plutôt mineures, en nous disant, bon, il faudrait rubriquer différemment, peut-être renforcer l'aspect fiabilité des actes, hein, notamment les erreurs sur les actes. Il faudrait avoir des indicateurs sur les taux de rejet, préfecture, avoir des indicateurs sur les erreurs également liées à la collectivité. Sur les délais, vous discutez beaucoup hein, sur les délais de délivrance parce qu'en fonction des prestations, ce n'est pas la même chose. Hein. Il y a des délais réglementaires, mais... L'attente de l'usager n'est pas toujours la même selon le type de demande. Elle peut être plus ou moins urgente selon que ce soit une demande de place en crèche, une demande d'enlèvement d'épave, par exemple. Donc là-dessus, on a également quelques idées. On a bien pris en compte le fait effectivement qu'il fallait différencier tout ça. Sur les modules prestations, donc prestations sociales, vous êtes à peu près d'accord sur l'ensemble des engagements. Bon, encore quelques suggestions d'amélioration sur l'identification complète des besoins. On nous dit, Noël, que ce n'est pas auditable en l'état. Que sur ce module prestations, il va falloir aussi sérier les prestations hein, et peut-être qu'il y aura des engagements à rajouter en fonction des prestations. Module concernant l'intervention sur le domaine public, on n'est plus sur des taux de satisfaction de 90%, là on est sur du 70% plutôt, hein, sur les 5 rubriques d'engagement. Et là-dessus, il faudra aussi qu'on balaye l'ensemble des prestations parce que si on décide d'intégrer certaines prestations délivrées par l'intercommunalité, notamment l'eau, l'assainissement, peut-être l'énergie, et que la voirie passe à l'interco, tout ça devra être revu et vous avez eu dans les groupes de travail du 18 mai un certain nombre de suggestions que nous vous communiquerons et que notamment le 5 juillet. Est-ce qu'il y a d'autres engagements sur lesquels il faudrait aller sur les modules métiers, pas sur le module accueil, information, orientation, notamment intégrer un peu plus les fonctions support dans la démarche? Vous nous dites plutôt oui, hein, il est intéressant d'intégrer les fonctions support. Enfin, vous êtes partagés, mais on voit que c'est 50-50 en gros, et c'est peut-être dans les dispositions d'organisation aussi qu'on peut envisager ça, Noël. Est-il nécessaire d'intégrer les nouveaux modules des nouveaux modules au référentiel? On l'a déjà posé, équipement, offre de service. Vous nous dites oui. Vous nous dites oui. Je ne sais, j'ai juste un trou de mémoire, la Noël, sur les équipements, les offres de services sur lesquels vous nous demandez d'intégrer de nouveaux modules. Je pense que c'était relatif, en fait, je parle sous ton contrôle, à élargir la palette des prestations qui sont proposées par les modules métiers. Oui, oui, tout à fait. Alors, il est 16h44, on va juste, on va conclure sur les orientations peut-être qu'on a aujourd'hui. On n'a qu'une question pour vous aujourd'hui. On n'a qu'une question? Alors, on va peut-être quand même aller sur les orientations que l'on voit actuellement. Donc, on va essayer de prendre la main sur les réponses qui nous ont été soulevées tout au long de l'enquête. Comment est-ce qu'on peut, en termes de domaine d'application, comment est-ce qu'on va rubriquer ce référentiel demain? Alors, là, c'est une première piste de réponse, c'est de conserver en tout cas cette partie accueil, information, orientation
et d'y ajouter également une partie réponse, puisque ça intègre bien cette base commune de qualité de service, réponse ou traitement de la demande, ou voilà, là on l'a appelé réponse en tout cas, on est parti pour l'instant sur 5 ou 6 modules. Alors, l'incontournable délivrance prestations administratives, un module 2 qui serait sur les prestations sociales, un module 3 les prestations culturelles, sportives, associatives, tout ce qui est prestations services techniques également dans un module à part. Ce dont parlait Alima ensuite pour l'intercommunalité sur les prestations eau, énergie, déchets, dans un module 5, et ensuite prestations enfance, famille, éducation. Alors là on les passe comme c'est un petit peu vite, mais c'est le détail sera peut-être à... Voilà, le détail là. Un détail qu'il faut valider, hein, vraiment on est sur un mode, on va dire, brouillon pré-projet. C'est toute l'offre de service, d'autant que l'offre de service aujourd'hui des collectivités est en train de changer. Vous êtes en train de revoir tout cela, de faire des packages. Là j'entendais une ville qui fait des packages, des packs groupés hein, d'offres de services. Certains services vont être délégués aussi à des associations ou autres. Donc là, on a fait un appel aux collectivités et on fait appel à vous pour nous donner des idées. Il doit sans doute y avoir des choses qui manquent, c'est vous qui êtes les plus compétents. Le 5 juillet, on sera amené également à affiner tout ça. Mais cette slide vous donne une indication en fait, des modules qui pourraient être intégrés avec la question sur le module des fonctions support qui sont en fait qui sont clients, qui sont les clients internes des modules métiers. Des modules métiers. S'il n'y a qu'une question, Olivier, je parle à notre modérateur, je vais revenir sur tout ce qui est organisation, pilotage et évaluation. On va peut-être répondre à la question d'abord. Alors, est-ce que le référentiel est adaptable à l'administration ailleurs qu'en France? Et pourquoi pas au Mali? Très bonne question. Effectivement, on aimerait bien évoluer vers ce type de référentiel, hein, qui soit, je veux dire, un référentiel universel, parce qu'à partir du moment où on considère que les déterminants de la satisfaction de l'usager est universel, et que ce référentiel répond quand même dans son module accueil, information, orientation, à des déterminants basiques, hein, on souhaite être bien accueilli avec le sourire, aimablement, qu'on ait une réponse rapide à notre demande. Ces déterminants sont universels. Donc, que ce soit au Mali, au Bénin ou en Belgique, on devrait pouvoir répondre aux attentes des usagers. Maintenant, on peut dire aussi que ce référentiel, alors je parle en réfléchissant tout haut, hein, est universel dans le sens où l'organisation que vous adoptez, vous décidez de mettre en place un guichet unique physique, une plateforme unique téléphonique, de mettre un allo-service, quelque chose, vous décidez de déconcentrer vos services ou pas, de mutualiser avec l'échelon supérieur ou pas, la démarche qualité, ce qu'elle regarde, c'est l'atteinte des résultats et des objectifs. Elle ne vous impose pas une organisation particulière. Et en ce sens, effectivement, l'organisation des services publics au Mali, en Belgique ou en France, quelle qu'elle soit, peut tout à fait se conformer aux objectifs ou aux attentes du référentiel auquel il est. Après, il y a peut-être une analyse plus fine à voir sur la base du référentiel, sur l'adaptabilité exacte. Dans l'absolu, effectivement, rien n'empêcherait que la démarche soit adaptable ailleurs. Après, pour aller plus loin, je pense que l'analyse plus fine est nécessaire. D'ailleurs, je crois qu'on a dans les pays, dans nos dom-tom, hein, alors évidemment c'est encore la France, hein, on a des questions des villes qui sont certifiées qualité, et on a des questions d'adaptation qui nous sont posées pour pouvoir justement avoir un référentiel plus accessible. La partie, je crois, module accueil, information, orientation est relativement accessible déjà aujourd'hui. Une autre question, c'est la mise en place de la nouvelle version devra se faire sous quel délai? Y a-t-il un délai pour passer de l'ancienne version à la nouvelle?
Donc ça fait partie des questions qui sont à traiter. Il y a tout un plan de transition aussi à définir en lien avec les collectivités. En fait, ça s'évalue notamment en fonction du bouleversement ou des changements qu'il peut y avoir entre une version et l'autre. Ce qu'on voit dans certains référentiels, c'est on peut laisser un délai de 6 mois, par exemple, pour dire à partir de ce moment-là, tous les audits seront sur la nouvelle version. Après, encore une fois, je donne un délai comme ça, mais ça reste à adapter en dialogue avec les collectivités. Il faut prévoir quelque chose qui soit suffisamment ambitieux pour ne pas avoir deux versions de certification qui coexistent pendant trop longtemps, mais il faut aussi prendre en compte la réalité des choses et ne pas du jour au lendemain imposer une transition imposer qui serait au un risque saut, de perdre un grand nombre de certifiés. J'ai encore une question. Comment participer aux travaux du 5 juillet étant dans une agglomération et ville mutualisée, projet Caliville pour septembre 2016? Alors, le 5 juillet, ça va être organisé chez Idéal Connaissance à Paris, au Kremlin 17. Notre partenaire nous accueille et ils ont en fait un studio qui permet le matin d'être en mode visioconférence. Donc on pourra présenter les résultats des travaux du 18 mai notamment, et puis les résultats des travaux qu'on a eus avec les consultants et les auditeurs, l'état de notre réflexion. Par contre, lorsqu'on va travailler en groupe de travail, ça nécessite d'être en présentiel. Vous avez un lien d'inscription chez nous, je crois, au sein d'AFNOR, qu'on vous renverra. Vous pouvez vous inscrire en ligne dès aujourd'hui. Autre question, pour les communes qui sont loin de Paris, y aura-t-il un compte-rendu de la journée du 5 juillet? Oui, tout à fait. Oui. Il vous sera adressé. Alors, ce qui est intéressant dans les comptes rendus, on les a à chaque fois, on a été très transparent là-dessus, on les a adressés à tous dès qu'on les a demandés. Ce qui serait intéressant, c'est d'avoir vos retours. S'il y a effectivement des choses qui vous interpellent, n'hésitez pas, Noël les prend en compte, voit ce qui est ajustable ou pas. Oui, ça peut être un moyen d'échange, sachant qu'il y aura aussi la consultation ensuite générale à laquelle vous pourrez être associé. Donc voilà, il y a différentes possibilités. Alors, puisqu'il n'y a pas d'autres questions, je finis juste sur tout ce qui est organisation de pilotage, le dernier module, pilotage et évaluation, qui va permettre justement d'apporter une certaine, qui doit apporter l'orientation système de management des accueils au référentiel. Aujourd'hui, dans Caliville, vous avez à la fois des dispositions d'amélioration continue sur votre gauche et des dispositions d'organisation sur la responsabilité de chacun, sur le fait d'avoir ou non une politique qualité en matière d'accueil des usagers, sur le plan de formation, etc., un peu pêle-mêle. On a envisagé ici, on vous a demandé d'abord qu'est-ce que vous pensiez aujourd'hui de ces dispositions managériales. Vous nous avez répondu, vous nous avez apporté un certain nombre de suggestions, notamment sur les indicateurs, où les indicateurs de réponse, de délai de traitement au courrier, au courriel, au téléphone, vous paraissent pour certains irréalistes, notamment le taux de décroché en moins de 5 sonneries avec un ciblage à 100%. Il y a eu des discussions qui se reflètent dans les verbatims que vous nous avez adressés. Également sur les réponses au courrier, au courriel, il y a des distinctions qui sont faites entre le premier niveau de réponse et puis le deuxième niveau de réponse au traitement de la demande, sur lesquels on vous fera un retour le 18 mai. Vous nous dites que sur certains indicateurs ne sont pas lisibles en termes de cible. Des fois c'est à 100%, des fois c'est à 90%, c'est pas forcément compatible avec d'autres référentiels. Donc là aussi, il faut qu'on travaille à la clarification. Sur le dispositif d'écoute des usagers, vous nous dites en fait, je vais résumer en synthèse,
aujourd'hui, il y a effectivement un nombre important de dispositifs d'écoute des usagers chez vous. L'enquête de satisfaction n'est pas forcément le dispositif, l'unique solution entre les élus au marché, les enquêtes sur Internet, le comité de citoyens, des usagers ou les conseils d'école, tout simplement. Vous disposez d'un certain nombre, ou la participation au baromètre AFNA, de l'accueil et de la relation aux usagers, vous disposez d'un éventail d'écoute de vos usagers qui pourraient être prises en compte dans ce dispositif, puisque l'enquête de satisfaction, vous le verrez dans les verbatims, vous paraît aujourd'hui être un instrument assez limité et compliqué. Sur la question des dispositifs de reconnaissance, c'est quand même assez important. Je vais te laisser peut-être nous dire quelque chose là-dessus. Notamment, on vous a posé la question de savoir si votre avis sur le fait d'introduire une progressivité dans le dispositif de certification. Vous répondez à la question, le dispositif de certification progressive est-il valorisant? Vous dites oui à 94%. Alors, ça c'est ce qu'il y a actuellement. Le dispositif de certification progressif est-il valorisant? Est-ce que la certification de service en 3 étapes, un audit initial, un audit de suivi, un audit de renouvellement vous convient? Vous nous dites oui à 82%. Pour autant, quand on vous pose la question de savoir, parce que c'était des suggestions qui nous avaient été émises, est-ce que ça serait intéressant d'avoir une notation, comment dire, une notation échelonnée, oui, avec un scoring, avec des étoiles, ou avec un peu comme le dispositif label Internet, un arrobase, 2 arrobas, 5 arrobas progressif dans la notation, ou un scoring de 0 à 1000. Là, vous êtes partagé. Vous nous avez émis cette suggestion, mais on voit que, on va dire à 60%, vous êtes pour, à 40%, plutôt contre. Là-dessus, Noël, est-ce qu'on a aujourd'hui une orientation où on attend encore de travailler avec les groupes du 5 juillet? Non, là-dessus, pour l'instant, c'est un sujet qui a encore été peu abordé, donc la discussion reste encore à faire, et parce qu'il y a toute la question de la valorisation de la démarche après avoir, et de la transparence aussi pour l'usager qui est à prendre en compte. Je vois 3 étoiles ou 4 étoiles, qu'est-ce qui fait la différence? C'est pas, voilà, il faut que ce soit parlant, donc on est généralement attaché à avoir des affichages, enfin on a même l'obligation d'avoir un affichage clair sur ce qui est certifié. Voilà, entre deux certifications, on ne peut pas créer une certification à plusieurs vitesses non plus, donc c'est une vraie réflexion. Dernier point sur vos suggestions là-dessus, vous nous dites que ça serait bien de fusionner le plan de contrôle externe et le référentiel. Je crois que ça sera... On peut déjà vous rassurer en vous disant que ce sera le cas. C'est un peu historique en fait, dans nos référentiels d'engagement de service. Historiquement, ils étaient plutôt séparés. Désormais, tout référentiel nouvellement développé ou révisé intègre dans un même document le référentiel et le plan de contrôle externe. La notion d'organisation documentaire est à simplifier et à alléger, et peut-être effectivement aller dans le sens de l'ISO 9001 version 2015, où on parle plus d'informations documentées. Voilà, encore une fois, on n'était pas forcément cohérent avec ce qu'on dit tout à l'heure en disant qu'on veut simplifier le langage, etc. Donc on ne va pas forcément introduire ce genre de termes dans les référentiels, mais effectivement, il faut qu'on traite ce sujet-là pour alléger la notion d'organisation documentaire. Donc la notion de pilotage est à renforcer dans son ensemble pour donner plus de valeur ajoutée au référentiel. Voilà à peu près tout ce qu'on pouvait vous dire comme élément significatif d'orientation ou de suggestion apportées par l'enquête. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce qu'on s'arrête là? Écoutez, merci à vous d'avoir participé à cette webconférence que vous pourrez revisionner sur notre site. Et puis vous pouvez nous contacter sur les mails qui s'affichent et
notre département communication va vous adresser le support de présentation très très vite. Merci encore, à bientôt. Merci à vous.